Le site d'enfouissement n'a rien à cacher. Le lieu d'enfouissement de la Ville de Québec, situé sur la côte de Beaupré, est d'une superficie de 12 km² et surplombe la rivière Sainte-Anne. Il comprend 2 secteurs d'enfouissement contigus, l'un à Saint-Hyacinthe et l'autre à Saint-Joachim. Dernièrement, le site a ouvert ses portes au grand public et évidemment, la télévision d'ici était de la visite. Donc, sur place, j'ai rencontré Amélie Boisvert. Elle est la directrice de Plan B Animation. C'est elle qui est en charge de la visite du site et elle nous parle d'un site où sont enfouies quelques 100 000 tonnes de résidus chaque année. Alors, Madame Boisvert, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Parlez-moi un peu du but de cette journée. Oui, en fait, le but de la journée, c'est une journée porte ouverte au site d'enfouissement technique de la Ville de Québec, donc qui est organisée par la Ville. L'idée, c'est tout simplement de démystifier puis de permettre aux citoyens de venir faire un tour pour constater de visu comment on traite nos déchets. Puis ensuite, surtout, la préoccupation principale des citoyens, c'est de se dire les normes environnementales sont-elles respectées? Qu'est-ce que ça... Parce qu'on sait que la rivière Sainte-Anne n'est pas trop loin. Donc, c'est de venir voir vraiment de visu pour voir comment on traite nos déchets, parce que veut pas, chaque citoyen, il y a le camion qui vient chercher les déchets, puis ensuite de ça, le processus reste un peu mystérieux. Donc, c'est pour démystifier tout simplement cette journée-là. Alors, avant de parler de ce qu'on fait exactement ici, parlez-moi un peu de l'historique du site. Oui, bien, il faut savoir que, en fait, avant 1968, chaque municipalité, puis là, la grande agglomération de Québec était divisée en 27 petites villes qui avaient chacune leur dépotoir. Donc, tout le long, par exemple, de la rivière Saint-Charles, il y avait des dépotoirs à ciel ouvert. Vous imaginez les conséquences sur la rivière qu'il a fallu revitaliser quand on a fait cette belle esplanade-là où désormais les gens font du vélo, marchent, tout ça. La Pointe-aux-Lièvres, même chose. Pardon, c'est un secteur aussi avec des dépotoirs, l'actuel site du Colisée. Bref, en 68, on a décidé de regrouper tous ces déchets-là pour créer un dépotoir. À cette époque-là, il n'y avait pas d'enfouissement. C'est à partir de 1978 qu'on a créé le lieu d'enfouissement sanitaire. Alors là, oui, on enfouissait les déchets, puis on procédait à du recouvrement journalier. Donc, avec de la terre, on recouvrait les déchets, ce qui limite beaucoup les odeurs. La vermine aussi, qui est particulièrement attirée dans ces sites-là. À cette époque-là, avec les connaissances de l'époque, on avait l'impression que ce que générait en pollution un site comme ça pouvait être tout simplement filtré par la terre. La terre a, avec ses différentes couches, un processus d'épuration naturelle. Pas suffisamment, finalement. On s'est rendu compte. Donc, avec la création du ministère de l'Environnement en 70, avec un peu ce qui se faisait à travers le monde, on s'est rendu compte que oui, il y avait une pollution des nappes d'eau phréatiques et ensuite de la rivière Sainte-Anne. Donc, tranquillement, en processus d'élaboration, on a décidé de créer le lieu d'enfouissement technique qui est présentement à l'œuvre. Donc, le lieu d'enfouissement technique a été, en fait, mise en œuvre en 2009, mais en 2004, déjà, on fermait l'ancien site. Et là, la différence majeure, c'est qu'au lieu que le liquide qui est composé de l'eau et de la neige qui s'infiltre dans les déchets, donc le lixiviant, on y reviendra tout à l'heure. Donc, ce liquide-là qu'on doit gérer maintenant, au lieu de le laisser s'infiltrer dans le sol, on le garde dans des bassins et on le traite à part. Donc, c'est plus la terre qui a la charge de l'épurer et ça fait une différence majeure pour l'environnement et les cours d'eau qui sont autour. On a souvent l'image préconçue qu'on voit un peu partout, de sacs à poubelle, de gros déchets avec beaucoup de goélands. Bon, c'est sûr qu'il mouillait un peu aujourd'hui, peut-être qu'il y avait moins d'oiseaux, mais ça ressemble pas à ça. En fait, les gens qui arrivent ici, moi, j'ai fait beaucoup des groupes du secondaire qui venaient visiter le site, puis on a toujours l'impression que, justement, on a l'image des anciens dépotoirs, donc vraiment où les déchets sont en montagne quelque part, où il y a des odeurs hallucinantes, où il y a des rats. C'est plus du tout le cas. En fait, c'est pas du tout le cas ici, mais c'est plus le cas pour la majorité des dépotoirs au Québec, parce qu'on fait de l'enfouissement. La différence majeure aussi à Québec, c'est qu'étant donné qu'on a l'incinérateur, il y a 80% de la matière qui arrive ici qui est déjà passée par l'incinérateur. Donc ça, on appelle ça du mâche-fer qui a été démétallisé, donc dont on a enlevé le métal. Alors ici à Québec, le mâche-fer, ça fait que le site va durer beaucoup plus longtemps. Si les déchets s'en allaient pas, 80% des déchets s'en allaient pas à l'incinérateur, le site durait une douzaine d'années. On remplirait l'entièreté du site disponible. Grâce au mâche-fer, le site va durer une soixantaine d'années. Donc ça, c'est bon parce qu'il faut savoir que même si on a l'argent comme société pour bien gérer nos déchets, n'empêche qu'à chaque fois qu'on fait un site d'enfouissement, on fait de l'excavation, on enlève la terre, on coupe souvent des arbres. Donc, c'est bien que le site dure le plus longtemps possible parce qu'on n'a pas besoin d'en recréer un nouveau. Le mâche-fer aussi,
ça limite la production de lixivia, donc c'est ce liquide toxique-là qu'on doit gérer. Ça en fait moins à gérer. Donc, plein d'avantages. Mais pour vous donner une idée, en fait, de où viennent les déchets qui s'en viennent ici, bien, on a bien sûr la population de Québec, donc la grande agglomération de Québec, la MRC de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et l'est de la MRC de Jacques-Cartier. Donc, il y a certaines petites municipalités qui s'en viennent directement, dont les déchets arrivent ici sans être passés par l'incinérateur. Mais comme je disais, 80% des déchets qui arrivent ici ont suivi le chemin de l'incinérateur. On parle de combien de tonnes ou de combien de camions par jour qui viennent déverser les déchets ici? Oui. Bien, en fait, c'est de 20 à 25 camions qui transitent chaque jour, en fait, pour venir déverser leurs déchets. C'est quand même impressionnant, en fait, de voir. C'est sûr que le mâche-fer, bon, déjà, c'est plus restreint comme matière, mais quand on voit des camions qui arrivent des déchets, c'est là qu'on se rend compte que comme société, on consomme et on jette beaucoup. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a souvent des matières qui se retrouvent ici, qui auraient dû se retrouver dans les écocentres. On a vu en mois de mai, c'est l'époque des grands ménages de printemps, des déménagements. On a vu beaucoup de bois, par exemple, qui se retrouvaient ici, des matelas, donc des trucs avec des métaux qui, quand les citoyens vont porter dans les écocentres, bien, ces matériaux-là sont revitalisés, tandis qu'ici, à l'enfouissement, ils servent absolument plus à rien et ils augmentent beaucoup la quantité de déchets. Puis de façon globale, les foyers de la communauté métropolitaine de Québec jettent plus de 350 000 tonnes de déchets par année. C'est énorme. Je le disais, on est une société qui a assez d'argent pour gérer efficacement ses déchets et de faire attention à notre environnement, mais c'est quand même beaucoup de sous pour finalement gérer des déchets alors qu'ils pourraient être investis, si les gens faisaient de moins en moins de déchets, ils pourraient être investis ailleurs finalement, là. On parlera des petits trucs pour faire attention de quelle façon mieux consommer. Maintenant, comment ça fonctionne? Bon, le camion arrive ici, il déverse les déchets. À partir de là, c'est quoi le procédé? Bien, en fait, comme je vous disais, 80 c'est du mâche-fer. Donc, la majorité des camions qui arrivent déversent tout simplement leur mâche-fer qu'on étale. Sinon, quand le 20 restant des camions qui ont des déchets, bien là, ça s'accumule en espèce de petites montagnes. Et chaque jour, bien, il y a deux gros camions qui viennent écraser les déchets. Puis tranquillement, on monte la hauteur de la cellule parce que je parlais que, dans le fond, le lieu d'enfouissement technique des cellules, c'est comme des piscines. Donc, on a creusé et tranquillement, on va la monter jusqu'à la hauteur maximale. Donc, chaque jour, quand il y a des déversements, on vient étendre tout simplement ces déchets-là et on finit par un recouvrement de mâche-fer à la fin de la journée. Donc, ce qui fait que, comme là, présentement, on est samedi, il n'y a pas de déversement de camion. On n'a pas pilé sur des déchets, là. Tout est recouvert. Ce qui revient à la question de base, c'est non, c'est pas l'image que les gens ont parce qu'on pile sur du mâche-fer, donc il y a très peu, visuellement, il y a très peu de déchets, pas de vermine non plus, très peu de goélands, puis les odeurs sont assez minimes finalement, là. Puis pour le lexivia, comment que ça fonctionne exactement? Le procédé pour traiter ces liquides-là avant qu'ils soient retournés dans la rivière Sainte-Anne? Oui. En fait, comme je vous disais, c'est des cellules qui sont étanches, donc des piscines. Alors, on va garder la production de lexivia à l'intérieur de ces cellules-là. Dans les cellules, il y a des tuyaux. Donc, par système de pompage, on va acheminer le lixivia jusqu'à l'usine de traitement des eaux. Ça s'accumule dans un bassin. Oui, il y a le lieu d'enfouissement technique, mais il y a aussi le lieu d'enfouissement sanitaire, celui qui a été fermé, qui continue à produire du lixivia, qu'on continue à traiter. Lui est acheminé par gravitation. Donc, ces deux sites-là amènent du lixivia. Première étape, c'est des bassins qu'on appelle d'aération. Donc, pour vous donner une image simple aux gens, c'est comme s'il y avait des petits bateaux avec des moteurs pour donner plus d'oxygène. Parce qu'à l'intérieur du lixivia, il y a des bonnes bactéries qui vont nous aider à décomposer ce qu'on veut enlever avant de rejeter ça dans la rivière Sainte-Anne. Donc, avec les aérateurs, on donne l'oxygène pour faire proliférer ces bonnes bactéries-là. Première étape. Ensuite de ça, ça s'en va dans d'autres bassins où là, on a des petites pastilles. En fait, une autre image très simple, comme les céréales de type honeycomb, c'est des petites pastilles de plastique qu'on appelle facilement des médias. Ces petites pastilles-là, c'est comme des maisons ou des clubs med à bonnes bactéries. Ces bactéries-là, qu'on appelle des daphnées, viennent s'introduire dans les médias, donc prolifèrent. On leur donne aussi de la nourriture pour qu'elles décomposent ce qu'on veut enlever. Cette décomposition-là crée des petites particules. Puis pour arriver à la simplicité, là, on finit par regrouper ces petites particules-là pour former des flocons. Et comme n'importe quoi qui est plus lourd dans un liquide, bien, ça va décanter, donc ça va tomber au sol. Et finalement, dans le dernier bassin, bien, cette décantation-là, ce qui reste au sol, on appelle ça des bouts de procédé. On l'enlève. Donc, ce qui est par-dessus, c'est l'eau claire, finalement, qu'on a traitée. Ces bouts de procédé-là sont réacheminés au lieu d'enfouissement technique. Comme elles ont été digérées, ces bactéries-là, elles sont inertes. C'est une matière qui est inerte, donc elles ne vont pas recontribuer
à refaire du lixivia. Donc, finalement, on fait les dernières analyses et on finit par rejeter ça dans la rivière Sainte-Anne, en fait, dans un petit bras qui mène à la rivière Sainte-Anne. La norme de cette eau-là, c'est d'être propre à la baignade. Donc, puis ça, bien sûr, là, j'ai pas parlé de tous les tests, là, j'ai parlé du grand processus, mais il y a non seulement un technicien qui est là chaque jour pour veiller au bon procédé, des gens de la Ville de Québec aussi qui font 3 grosses analyses par année en venant plusieurs semaines ici sur le site, et des gens du ministère de l'Environnement, bien sûr, qui viennent voir, en fait, toutes les étapes pour prendre des échantillons partout pour voir si tout est bien correct, parce qu'on veut pas qu'il y ait d'infiltration, que les cellules partent. Tous les points sont vérifiés là, pour avoir la meilleure réussite environnementale, finalement. Maintenant, que doit-on faire pour économiser ou, en tout cas, essayer d'avoir moins de déchets là, au niveau de notre consommation? Bien, en fait, à la base, c'est toujours parce qu'on parle des 3 RV, hein, quand on veut réduire notre consommation. Le premier, le plus important, c'est vraiment la réduction à la source. On est une société riche, je disais, on consomme en général beaucoup. Donc, par exemple, des trucs très simples, quand on achète un produit, essayer d'acheter le moins suremballé possible, de se demander, parce que jusqu'à maintenant, les compagnies ne sont pas responsables de la fin de leur produit. Donc, quand nous, comme consommateurs, on choisit d'acheter quelque chose qui est suremballé, bien, ce suremballage-là, quelque part, on le paye parce que, comme société, on paye aussi l'incinérateur et on paye aussi l'enfouissement. Donc, ça, c'est faire des choix. Puis, moi qui travaille dans l'environnement depuis une dizaine d'années, des fois, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de mainmise sur les compagnies en se disant, bien, ils ne changent pas leur façon de faire. C'est absolument faux. J'ai vu des compagnies changer parce que, justement, les consommateurs ont dit non, on ne veut plus ce produit-là mis de cette façon-là. Et veut pas, c'est les consommateurs qui ont le gros bout, c'est eux qui donnent l'argent aux compagnies. Donc, j'ai vu des compagnies changer complètement leur façon de faire pour avoir des emballages beaucoup plus sains ou des produits qui, au bout du compte, vont pas, en fin de vie, vont pas créer un problème environnemental. Donc, réduire notre consommation d'abord et avant tout. Réutiliser beaucoup par des trucs très simples. Des fois, on a tendance à acheter du neuf alors qu'on pourrait tout simplement réutiliser ce qu'on a à la maison. Réutiliser, ça passe aussi par donner des meubles ou les vêtements en bon état. Je parlais de grand ménage du printemps puis de déménagement. Bien, avant de faire des gros sacs de poubelle, on se dit, les choses en bon état, on va les donner. Il y a des multiples organismes qui prennent ces choses-là. Ça aussi, ça détourne. Et finalement, recycler. On a un centre de tri qui est super efficace. Donc, tout ce qui est recyclable dans le domaine quand on est à la maison, donc que ce soit les boîtes de conserve, le carton, les différents plastiques. Donc, de recycler ce qui est recyclable. Puis, je finirais en disant les éco-centres. J'en parlais au mois de mai. On a vu beaucoup de camions arriver ici avec du bois, donc des matériaux de construction, des matelas, des frigos, toutes des choses qu'on peut revaloriser dans les éco-centres. Il y a différents points sur la Ville de Québec. Il y en a un qui est près de tous les citoyens et d'aller porter ces choses-là. Fait que déjà, en faisant toutes ces étapes-là, c'est hallucinant comment on réduit. Et éventuellement, la Ville de Québec va mettre en place une collecte aussi de compost industriel. Donc, le compost, c'est 44 à peu près. Donc, ça, c'est les matières organiques. Donc, ça enlève énormément de choses. Puis, le compost, finalement, les matières organiques, c'est ça qui est responsable en grande partie de la production du lixivia. Alors, mis sous terre, ces composantes-là sont très dommageables pour l'environnement. Mis dans un contexte de compost, c'est la meilleure chose pour l'environnement possible. Alors ça, quand ça va arriver, avec tous les gestes des citoyens pour en enlever le plus possible, et finalement l'étape ultime du compost industriel, ça va faire une énorme différence sur l'incinérateur puis sur ici le site d'enfouissement. Donc on va faire des sites qui vont rester là le plus longtemps possible et qui vont avoir de moins en moins de production de lixivia, donc de moins en moins de chances d'avoir des polluants dans l'environnement finalement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.